Bon, chers collègues, je propose que nous commencions notre audition avec un invité de marque. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que la société Siemens, par la voix de son président France, M. Christophe Siemens, oui, c'est ça, M. Christophe de Maistre, c'est la première fois qu'il y a une expression publique dans la séquence qui concerne le dossier Alstom de leur part. Donc je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes dans une voilure un peu allégée là. En fait, il y a beaucoup de choses en ce moment, y compris l'audition de M. Montebourg qui doit avoir lieu en séance. Les activités des partis politiques aujourd'hui et des groupes sont particulièrement intenses, mais vous êtes suivis puisque cette audition est publique, donc elle est diffusée en temps réel sur le net. Après vous, nous accueillerons, pardon de faire les annonces d'animateurs de soirée, mais Monsieur Jeffrey R. Immelt, qui est le PDG de General Electric. Et donc nous avons comme vous le savez, auditionné à 2 reprises le ministre Montebourg sur cette question. Monsieur Cron est venu aussi longuement nous parler. Il a subi l'assaut d'une 50aine de parlementaires. Et nous en sommes dans la séquence à essayer de savoir et comprendre en quoi la société Siemens est intéressée ou pas par Alstom, puisqu'on nous dit qu'il y a une offre peut-être qui sera faite un jour, et donc peut-être que vous nous en direz plus, en tout cas nous le souhaitons. Si elle est intéressée, quelles sont les synergies qui existent et celles qui sont plus difficiles à organiser. Et on dit que dans le projet potentiel de Siemens, il y a des doublons avec Alstom et que ça peut être socialement compliqué. Ce point-là, bien sûr, j'imagine que vous l'évoquerez. On dit aussi que le gouvernement français est allé vous chercher par la Manche, que vous n'aviez pas spontanément eu un intérêt pour Alstom. J'essaye de faire un peu le café du commerce dans mon expression initiale, parce que, après tout, en reportant comme ça ce qui se dit et ce qui s'entend, ça vous permet de réagir. Alors, je vois que vous avez des pages écrites. C'est bien que vous en teniez un propos rédigé. Ce qui est bien aussi, c'est qu'à un moment, vous puissiez sortir un peu des lignes pour que ça rende l'échange plus passionnant encore, Monsieur le Président. Donc je vous passe sans plus attendre la parole. J'avais indiqué au groupe parlementaire qu'a priori, on était plutôt sur un orateur par groupe, mais éventuellement, il faut qu'on arrête à 18h30. Donc en fonction du nombre et de la qualité, je prolongerai ou pas le nombre de questionnements. Monsieur le Président, encore merci d'avoir répondu à notre invitation. Un grand merci d'abord pour votre invitation. C'est pour moi un grand honneur. C'est la première fois que j'ai l'occasion de venir dans une commission et effectivement de parler d'un sujet. C'est la première fois que Siemens s'exprime publiquement. C'est un double honneur donc pour moi de faire une petite déclaration. Alors je vais utiliser naturellement la première, une déclaration qui donnera, je pense, une perspective un peu plus large sur ce que Siemens souhaite faire et comment il souhaite faire, et vous donner aussi un certain nombre d'informations qui me semblent tout à fait utiles à la cause. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie de me donner l'occasion de présenter à la représentation nationale le projet industriel qui ferait de Siemens et d'Alstom 2 champions européens à vocation mondiale. L'un dans le domaine de l'énergie, l'autre dans le domaine du transport. Résolument tourné vers la conquête des marchés asiatiques et nord-américains, ce projet ne serait pas celui d'une restructuration défensive, mais bien celui de la croissance dans 2 secteurs structurellement dynamiques, car adossé à des tendances de fond, l'augmentation continue de la consommation énergétique mondiale et l'urbanisation. Mesdames et Messieurs les députés, où en est Siemens aujourd'hui? Aujourd'hui, nous préparons notre décision avec sérénité, sérieux et détermination, en nous appuyant sur 2 piliers, une vérification approfondie de la situation financière d'Alstom et une large concertation avec toutes les parties prenantes. Peut-être cela reflète-t-il les racines et la tradition du consensus social du groupe, mais Siemens refuse la démarche du fait accompli, d'une offre présentée à la hussarde. Notre projet industriel se doit être le fruit d'une large concertation avec toutes les parties prenantes d'Alstom, avec ses actionnaires et sa direction, mais aussi et tout autant avec ses clients, avec les partenaires sociaux, ainsi qu'avec les autorités publiques nationales et locales, qui ont un intérêt légitime et historique
dans le devenir du fleuron industriel qu'est Alstom. Nous avons entendu tous ceux, à commencer par les représentants du personnel d'Alstom, qui jugent qu'une décision sur l'avenir des femmes et des hommes remarquables qui font la richesse de cette grande entreprise mérite une réflexion approfondie. Par ailleurs, très conscients de notre responsabilité fiduciaire et sociale à l'égard de nos propres actionnaires et salariés, nous réalisons une due diligence approfondie depuis un peu moins de 3 semaines maintenant, concrètement, afin de pouvoir justement valoriser les actifs d'Alstom. Nous étudions les synergies et les complémentarités entre nos deux groupes, mais aussi les risques juridiques portés par Alstom, par exemple, ceux résultant des contentieux en cours, ou des risques financiers, par exemple, ceux attachés aux grands contrats. Nous tenons d'ailleurs, par souci de réciprocité, les mêmes documents à la disposition d'Alstom pour les actifs que nous nous proposons de lui apporter. Nous avions demandé 4 semaines pour une telle vérification approfondie. 2 semaines et demie plus tard, nous sommes donc dans les délais. Mesdames et messieurs les députés, je suis néanmoins en mesure de vous informer ce soir que si ce processus garantit bien une égalité de traitement et un juste accès à l'information jusqu'au bout, alors Siemens présentera sa proposition le 16 juin au plus tard. Et le PDG de Siemens Monde, Joe Kaeser, se tiendra à votre disposition pour vous l'expliquer devant cette commission si vous le jugez utile. Prenons date, Monsieur le Président. Parfait. C'est un engagement. Nous avons l'habitude de respecter nos engagements. Quelles sont les grandes lignes de ce projet tel qu'il a été présenté à Alstom? Par avance, je vous présente mes excuses si je parle un peu avec trop de passion et de flamme, mais c'est celle d'un président français qui dirige une entreprise qui s'inscrit dans l'histoire industrielle française et qui met tout son savoir-faire au service de la réindustrialisation. Siemens en France, c'est une entreprise industrielle innovante, héritière de Matra Transport, de Creusot-Loire, présente dans notre pays depuis plus de 260 ans. Siemens en France, c'est un acteur de la production industrielle, de la recherche, avec 7 sites industriels, 10 centres de recherche et développement, qui réalisent ensemble un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros, dont un tiers à l'exportation. Siemens en France, c'est un acteur qui développe avec ses grands clients des avancées technologiques mondiales. Je pense à l'automatisation de la ligne 14 et aussi la ligne 1 du métro parisien, sans interruption de service avec la RATP, une première mondiale. Ou encore la contribution à l'invention d'une nouvelle technologie et spécialité médicale, la chirurgie mini-invasive, guidée par l'image, avec l'Institut hospitalo-universitaire de Strasbourg. Siemens en France, ce sont des partenaires avec près de 9000 fournisseurs français. Auprès, nous avons passé près de 2 milliards d'euros de commandes chaque année, et dont certains comme Mersenne, Sequad ou Fevley nous accompagnent dans la conquête des marchés à l'export, à l'instar de ce que fait le groupe avec des PME, PMI du Mittelstand allemand. Siemens en France, c'est une entreprise intégrée à un leader mondial de l'industrie, fort de 360 000 collaborateurs, avec un chiffre d'affaires de 76 milliards d'euros, un conglomérat fondé en Allemagne il y a près de 170 ans, résolument européen, dans ses centres de décision, de production, et implanté aujourd'hui dans plus de 170 pays. Siemens en France, c'est un acteur engagé dans la société, conscient de sa responsabilité sociale, comme l'atteste notre engagement au profit de l'association Nos quartiers ont du talent, notre partenariat aux côtés du SAMU social et aussi notre tradition de formation en alternance pour conforter l'accès à l'emploi des jeunes. Siemens en France, ce sont surtout 7000 femmes et hommes qui contribuent chaque jour avec beaucoup d'engagement à améliorer le quotidien des Français. Cette entreprise, fondée en Allemagne, fièrement française en France, profondément européenne dans ses convictions et son organisation, dont je voudrais vous présenter maintenant le projet. Notre projet industriel prendrait la forme d'une alliance, et j'insiste sur ce terme alliance, entre Alstom et Siemens. Une alliance entre deux sociétés
qui, au-delà de leur saine concurrence, travaillent quotidiennement ensemble, comme dans le cas du métro parisien, dont le matériel roulant est d'Alstom et la signalisation de Siemens. Je pourrais multiplier les exemples. Une alliance créatrice de valeur, tant pour Alstom que pour Siemens, qui conforterait chacun dans l'activité dans laquelle ils ont un leadership naturel. Une alliance protectrice des intérêts conjoints de la France et de l'Allemagne. Une alliance qui établirait deux champions industriels européens capables de faire face durablement à la concurrence asiatique et nord-américaine. Concrètement, cette alliance verrait Siemens, leader mondial de l'énergie, acquérir, pour les faire croître, les activités d'énergie d'Alstom. Je tiens à souligner que Siemens a exprimé un intérêt public pour toutes les activités d'Alstom Énergie, sauf celles que les pouvoirs publics jugeraient essentielles à la souveraineté énergétique de la France. Nous nous engagerions à conserver ces activités car elles présentent toutes un intérêt. Cette alliance verrait en contrepartie Siemens apporter à Alstom l'ensemble de ses activités de matériel roulant, autrement dit ses trains à grande vitesse, ses locomotives, ses métros, ses trains régionaux, ses tramways, ses bus électriques. C'est une activité phare, égale en taille à celle d'Alstom, qui cumule les succès à l'export. Par exemple, en Russie, nous fournissons les trains de grande vitesse. Au Royaume-Uni, nous construirons et assurerons la maintenance du métro londonien de Thameslink, d'ailleurs dont la maintenance a été gagnée par une filiale de la SNCF, Keolis, hier. En Suisse, où nous fournissons le RER de Zurich. En Corée du Sud, nous avions réalisé la première ligne de métro léger entièrement automatique à Ujumbo. Ou encore en Arabie Saoudite, où la ville de Riyad a récemment commandé notre métro automatique. Ce serait donc un grand Alstom Transport que nous nous proposions de construire. Mesdames et messieurs les députés, cette alliance renforcerait nettement la valeur ajoutée créée en France pour trois raisons. Premièrement, pour ce qui est du transport, et plus précisément du matériel roulant, le nouvel Alstom Transport serait majoritairement détenu par des capitaux français et aurait son siège en France. Deuxièmement, pour la signalisation, Siemens, qui est le principal acteur dans ce domaine, reprendrait les activités d'Alstom et installerait le siège mondial de cet ensemble en France, vraisemblablement à Châtillon, dans les Hauts-de-Seine. Troisièmement, pour ce qui est de l'énergie, Siemens relocaliserait en France, probablement à Grenoble et à Belfort, le siège mondial des activités de transmission, d'hydraulique et de turbines vapeur. Autant d'activités où nous sommes déjà un acteur majeur et dont nos parts de marché viendraient donc consolider les positions fortes d'Alstom. Mesdames et messieurs les députés, je voudrais souligner notre conviction absolue que Siemens saurait faire croître les activités d'Alstom Énergie pour les raisons suivantes. D'une part, l'électrification est le métier historique du groupe, autour duquel il s'est bâti il y a plus de 170 ans, celui autour duquel il a réalisé sa croissance, celui dont l'importance stratégique a été encore réaffirmée le 7 mai par notre PDG Joe Kaeser, celui que nous avons encore renforcé avec l'acquisition récente des turbines et des compresseurs de Rolls-Royce. D'autre part, les activités de Siemens et d'Alstom seraient complémentaires et se renforceraient mutuellement, en permettant au nouvel ensemble d'atteindre une taille critique sur tous les grands marchés mondiaux et sur toute la gamme, grâce à une recherche et développement encore plus importante. C'est vrai pour la production d'énergie renouvelable, où nous bénéficierons du leadership d'Alstom en matière hydraulique et éolien terrestre, et de celui de Siemens dans l'énergie éolien maritime. C'est aussi vrai pour la transmission, les réseaux, où notre alliance nous rapprocherait du numéro 1 mondial ABB, fort aussi bien dans les spécialités de Siemens, les interconnexions marines et les interconnexions entre pays, que celles d'Alstom, les interconnexions terrestres et les gestions intelligentes des réseaux. Ce grand acteur mondial serait capable de faire face à la consolidation rapide du marché sous la pression de la concurrence asiatique. C'est vrai enfin pour la production d'énergie fossile, dans laquelle Siemens, numéro 2 mondial en matière de turbines à gaz,
permettrait de valoriser l'excellence technologique d'Alstom par un réseau de distribution et d'après-vente mondial. Notre alliance permettrait d'ébranler la démoniation du numéro 1 mondial en matière de turbines à gaz, General Electric. Mesdames et messieurs les députés, en matière de transport ferroviaire, il faut sauver Alstom Transport. C'est une magnifique entreprise, pionnière dans bien des domaines et fleuron de l'industrie française. Si Alstom Transport était abandonné à son destin, il serait en taille le 5e constructeur mondial de matériel roulant, le seul parmi ces 5 à ne pas être adossé à un groupe financièrement solide ou à un État, comme ses concurrents chinois. Aujourd'hui, les autorités publiques, les grands clients d'Alstom, et je me permets de citer SNCF, RATP, RFF, les partenaires, ses propres partenaires sociaux, et la direction d'Alstom elle-même, il y a quelques mois à l'occasion de l'annonce de l'ouverture du capital, s'accordent à dire qu'Alstom doit disposer d'une taille critique. Une taille critique est nécessaire pour lever des garanties bancaires requises pour les grands contrats et pour porter leurs risques d'exécution. Une taille critique pour investir dans la recherche et développement, absolument nécessaire, et afin de garder son avance technologique. L'alliance que nous proposerions ainsi assurerait d'emblée cette taille critique. Une présence sur tous les marchés mondiaux, une gamme de produits et de services capables de répondre à tous les besoins de nos clients. Le renforcement d'Alstom, par l'apport de l'ensemble de notre matériel roulant et par la conclusion d'un accord stratégique avec Siemens en matière de signalisation pour les contrats clés en main, lui permettrait d'atteindre une taille critique. Cela ferait l'égal des 2 géants chinois, CNR, CSR, et le placerait devant son concurrent canadien, Bombardier. Surtout, cette alliance serait le gage d'une compétitivité fortement renforcée et d'une unification du marché ferroviaire européen. Nous déplacerions dès lors la concurrence de nos marchés européens pour porter offensivement cette concurrence en Amérique du Nord et en Asie. Les contours exacts de cette alliance et de l'articulation entre matériel roulant et signalisation sont encore en discussion. Mais sachez que nous sommes déterminés à rester engagés à long terme dans l'activité ferroviaire. Celle-ci est vecteur de croissance sous le double effet de la démographie et de l'urbanisation. Mesdames et messieurs les députés, Siemens est pleinement conscient qu'une telle alliance est d'abord une question de femmes et d'hommes et que son succès dépend de notre capacité à faire grandir les équipes et les compétences des 2 entreprises. C'est pourquoi nous avons placé notre projet d'alliance sous le signe de la concertation et du dialogue social. C'est par la pertinence de notre projet que nous garantirons à long terme l'emploi. Et c'est cette méthode qui nous conduirait à garantir l'emploi des salariés qui rejoindraient Siemens pour une durée de 3 ans à compter de la clôture de la transaction. Ce serait un socle minimal. Ce serait une garantie, ce ne serait pas notre ambition. Notre ambition serait de développer l'emploi. Grâce à notre projet industriel, en allant capter la croissance attendue des marchés du transport et de l'énergie dans les prochaines décennies, et en particulier dans les marchés émergents. Ce ne sont pas des mots. Ces engagements seraient le fruit d'une longue pratique sociale qui est indissociable de notre développement industriel, qui en est le principal moteur. Nous croyons fortement qu'il existe, au-delà des différentes législations, une identité sociale européenne qui s'incarnerait dans le dialogue social, la protection des personnes, le respect du dialogue institué à l'intérieur de l'entreprise, le sens du long terme. Le succès de l'intégration en 2004 par Siemens de 6000 salariés d'Alstom, experts des petites turbines à gaz, en est un exemple réussi. Je voudrais prendre aussi un deuxième exemple, le succès d'Atos, dont on parle beaucoup en ce moment, auquel nous avons apporté nos activités informatiques pour créer un champion, le numéro 1 européen, lequel nous détenons une part minoritaire en appui du management conduit par Thierry Breton et qui préfigure d'une certaine manière notre projet dans le transport ferroviaire. Je voudrais conclure enfin en disant solennellement à la représentation nationale et en m'adressant à travers vous aux femmes et aux hommes d'Alstom
que les hommes et femmes de Siemens ont le plus grand respect pour leur travail, pour leur savoir-faire, pour leur créativité. Nous sommes absolument persuadés que notre union ferait la force de nos deux entreprises et qu'ensemble, nous construirions les deux champions européens de taille mondiale, capables de durablement faire face à la concurrence, qu'elle vienne d'Amérique du Nord ou d'Asie. Ce choix européen ne serait pas anodin dans un monde globalisé. Lui seul assurerait la pérennité de décision, de production, de recherche et donc d'emploi et d'investissement. Cette possibilité d'une alliance entre ces deux grandes entreprises européennes, riches de leur savoir-faire, de leur longue histoire, ne se présentera pas une deuxième fois. C'est aujourd'hui et maintenant qu'il faut agir avec sérénité et confiance. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie de votre attention et je suis à disposition pour répondre à vos questions. Eh bien, merci d'être à votre disposition pour les questions, parce que des questions, il va y en avoir. Je vous en pose une première avant de passer la parole à mes collègues. Je prends des notes. Vous parlez avec Alstom, parce que, en fait, lorsque le patron d'Alstom est venu nous voir, il a clairement exprimé sa préférence dans les montages d'avenir. C'est pas un secret, puisque c'était aussi public comme maintenant et largement diffusé. Il nous a dit qu'il était à livre ouvert. C'est pas son expression, mais presque, pour vous permettre d'avoir les informations pour bâtir éventuellement une proposition. Mais au-delà de ça, est-ce que vous avez eu des réunions en commun à ce stade ou pas du tout ? Écoutez, merci pour cette première question. Effectivement, nous avons des réunions communes. C'est un processus qui s'appelle une due diligence, c'est-à-dire qu'on met à la disposition, pour faire d'une manière un peu plus simple, je dirais, les discussions entre concurrents respectent un certain nombre de procédures. On ne peut pas discuter comme ça librement parce qu'il ne faut pas de distorsion de concurrence. Donc ça respecte une procédure qui est assez formelle où chacun des protagonistes met à disposition ce qu'on appelle une data room. C'est en fait des informations qui sont consultables où chacun des deux peut venir chercher les informations. C'est ce que nous avons fait. Il y a naturellement des échanges qui ont lieu. Alors, c'est là où vous me mettez dans une situation un peu difficile parce qu'il faut bien comprendre que ces échanges sont soumis à des accords de confidentialité. Donc, il n'est pas possible, on a signé ces accords de confidentialité, donc je ne peux pas m'exprimer plus que ça sur des détails autres que ceux que je viens de vous donner sur les échanges qui ont lieu périodiquement. Mais ces échanges ont lieu, à votre question, oui. Alors, pour les questions, Clotilde Walter. Oui, merci Monsieur le Président. Le rapprochement entre Siemens et Alstom est en première approche extrêmement séduisant pour nous, pour l'opinion. Il s'inscrit dans une perspective européenne avec un modèle, je dirais, en surplomb qui est celui d'Airbus, dont la réussite conduit à décliner cet exemple sur d'autres secteurs. Ce qu'on voudrait essayer de voir à travers cet échange, c'est ce qu'il en est exactement. Dans l'exposé que vous venez de faire, vous nous avez présenté, si je puis dire, une espèce de schéma idéal avec tous les éléments que nous voudrions pouvoir y trouver. La question qui se pose, c'est jusqu'où ça correspond à ce que nous souhaitons, à ce que nous pouvons accepter, si je puis dire. Avec une première question, c'est qu'il y a eu, me semble-t-il, avant l'annonce du rachat par General Electric, il y a eu une offre de votre part et des contacts préalables. La question, c'est quel était le contenu et quelle était votre approche donc, avant cet événement et pourquoi vous n'avez pas poursuivi et pourquoi vous n'avez pas laissé filer une, entre guillemets, aussi belle occasion. La deuxième question, c'est à quoi pourrait ressembler le groupe issu d'une éventuelle alliance. Alors, ce qui nous convient, c'est que vous le définissez comme une alliance. En même temps, vous avez tout à l'heure dit que ce serait l'alliance entre deux champions. Là aussi, ça nous va bien. Mais est-ce que, dans quelles conditions, deux groupes historiques, avec leur culture, avec leur histoire et leur façon de faire, à quoi ressemblerait-il ce nouveau groupe et jusqu'où irait l'intégration et comment vous la voyez. Enfin, il y a des questions un petit peu que vous a posées le Président en préalable et auxquelles vous n'avez pas vraiment répondu. C'est y a-t-il des doublons ? Jusqu'où vont-ils et quels risques font-ils peser sur l'emploi ? Y a-t-il des complémentarités avec la même question ? Et ensuite, sur la question de l'implantation, des implantations, de la gouvernance,
dont on sait qu'elle est importante pour l'emploi et pour l'implantation des sites et de l'activité, jusqu'où entendez-vous aller exactement, puisque vous semblez encore une fois nous présenter un schéma idéal où nous pourrions nous reconnaître de façon satisfaisante. Merci. Merci. Daniel Fasquelle. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président de Siemens France de venir devant nous cet après-midi. C'est très intéressant et ça permet à cette commission donc d'être pleinement informée. Je voudrais quand même vous demander très sincèrement, on est quand même allé vous chercher. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous êtes uniquement là pour faire monter les enchères et pour permettre au gouvernement d'abord de donner l'impression qu'il sert à quelque chose et ensuite eh bien, d'obliger General Electric à faire une offre peut-être différente. Enfin, c'est le sentiment qu'on a parfois un peu de l'extérieur, surtout quand on entend la numéro 2 du gouvernement, Ségolène Royal, dire qu'elle a choisi General Electric et que de toute façon, voilà, c'est tout ça, c'est... Elle a rectifié depuis. Hein. Oui, mais enfin bon, elle a peut-être d'abord dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, puis ensuite ça fait un peu taper sur les doigts et puis elle a rectifié. Mais enfin, moi, je pense qu'elle a quand même, voilà, sa déclaration n'est quand même pas anodine. Elle est quand même la numéro 2 du gouvernement. Et le sentiment qu'on a parfois un peu, non mais on est là pour tout dire, sinon cette audition ne sert à rien. Le sentiment qu'on a, c'est que vous servez parfois un peu de serre-valoir. D'ailleurs, la crédibilité de votre offre, elle est aussi entamée par la posture d'Alstom, celle de son PDG, et les réactions hostiles, parce qu'en fait, du côté d'Alstom, on a choisi General Electric. Et on impose à Alstom de discuter, de dialoguer avec vous. On voit bien qu'Alstom dialogue avec vous de façon un peu contrainte. Est-ce qu'on peut vraiment vous marier de force? Est-ce que vraiment vous pourrez faire accepter à Alstom votre proposition si en réalité Alstom a d'ores et déjà fait un autre choix? Enfin, je veux dire, il y a quand même des hommes, des femmes derrière tout cela. Et on ne peut pas, me semble-t-il, là aussi, vu de l'extérieur, imposer ce mariage si vous n'en voulez pas. Puis d'ailleurs, que pensez-vous de ce plan C que Arnaud Montebourg laisse parfois entendre, d'une offre franco-française, si jamais l'offre de General Electric et Siemens était finalement abandonnée? Et d'ailleurs, le texte du gouvernement, l'arrêté qui place l'ensemble de l'énergie comme secteur stratégique, est-ce que ça ne vous met pas en alerte? Et est-ce qu'il n'y a pas à craindre finalement que tout cela soit fait pour rien, sauf à faire émerger une offre française qui, moi, me va très bien d'ailleurs. Je pense que d'ailleurs on aurait dû, c'est le reproche que j'ai fait au gouvernement, mettre en place une offre française depuis très très longtemps. Puis enfin, dernière question, en ce qui concerne le secteur transport, c'est présenté comme un point faible de votre offre par rapport à General Electric. On dit que la complémentarité se ferait beaucoup mieux avec General Electric qu'avec vous, qu'il y a beaucoup de doublons et que de ce fait, il y aurait forcément des fermetures d'entreprises en Allemagne ou en France. Alors qu'avez-vous à répondre sur ce point ? Merci. Alors pour continuer, les représentants des groupes, ensuite les collègues qui ont souhaité poser des questions, je leur donnerai la parole, mais plutôt dans des séquences d'1 minute, hein, puisqu'on a un temps contraint pour l'audition ensuite. Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Monsieur le Président de Siemens France, de venir à nous, afin en effet de nous exposer à la fois votre vision, votre stratégie, et je l'ai bien compris, sans dévoiler des secrets d'affaires. Un petit peu dans l'esprit de la question de mon collègue Fasquelle, que pensez-vous, vous, en tant que président donc d'un grand groupe, du contexte des discussions? C'est-à-dire que, j'allais dire, on fait comme si, mais on se demande, comme dirait un de mes collègues Sauvadet, si tout n'est pas plié. Mais je vous écoutais attentivement, j'ai vu que vous aviez une note écrite, c'est toujours la meilleure façon de ne pas divulguer des choses erronées, et j'ai noté que les mots étaient, à juste titre, choisis. Donc qu'est-ce que vous pensez de ce contexte de discussion? En effet, le gouvernement est-il allé vous solliciter pour vous utiliser comme faire-valoir? J'ai noté que vous aviez, malgré tout, dans votre propos, défini un cap. Un pôle énergie d'un côté, un pôle transport de l'autre. J'ai cru comprendre aussi que vous partagiez avec le ministre de l'économie et du redressement productif une méthode choisie, l'alliance sous le signe de la concertation et du dialogue social. Ce sont des mots en effet choisis qui ont une vraie signification. Alors qu'est-ce qu'une alliance? Donc concrètement, qu'est-ce qu'une alliance sous le signe de la concertation et du dialogue social? Enfin, troisième point, le calendrier. Il y a quelques jours, on nous avait dit que finalement, eh bien, dans quelques jours,
la bobine ou la séquence serait déroulée totalement et que les décisions seraient prises. Vous avez évoqué un accord stratégique. Alors c'est quoi l'accord stratégique qui apporte dans la solution que vous proposez une réelle plus-value, un réel gage de compétitivité que vous avez, vous, qualifié de fortement renforcé? Quelle valeur ajoutée à votre projet dans la compétition mondiale, la globalisation des échanges, la mondialisation et notamment les marchés que vous avez évoqués ou des concurrents que vous avez évoqués du côté de la Chine? À juste titre, vous avez parlé des ressources humaines et des emplois qui sont concernés. Et ça me fait bien plaisir parce que c'est vrai que chacun d'entre nous, tout naturellement, chacun des députés, eh bien, pense à ces préoccupations que sont celles de l'emploi. Vous avez apporté une garantie, emploi, garantie 3 ans. Votre ambition, développer l'emploi. Est-ce que vous avez imaginé, est-ce que vous avez en tête un business plan ou un plan d'action qui vous permet de nous dire, en quelques mots, après des approches que vous auriez imaginées avec vos conseils et vos experts, quelle est la part nouvelle que vous pouvez prendre dans les marchés que vous avez qualifiés de marchés émergents? Quelle est cette part mondiale? Et comment, en termes d'emploi, ceci peut se traduire concrètement afin, je vous cite, eh bien, de vivre cette mutation, cette opération ou cette adaptation industrielle nécessaire dans des conditions totales de sérénité et de confiance. Je vous remercie. Merci. Michel Bonneton. Merci, Monsieur le Président Brault, et merci à Monsieur le Président de Siemens France pour sa présence et pour son ton enthousiaste dont il nous a fait part. L'enjeu stratégique de cette éventuelle alliance a un relief particulier pour nous, les écologistes. Si nous pouvons souhaiter que les activités liées au nucléaire viennent à se réduire progressivement à l'avenir, en revanche, le transport, les énergies renouvelables, les réseaux électriques et énergétiques sont des secteurs essentiels à la transition énergétique. Ils sont pourvoyeurs d'emplois non délocalisables. Beaucoup de questions vous ont déjà été posées, Monsieur le Président, donc je serai assez rapide. Quel projet stratégique de filière pourriez-vous proposer? Quelle perspective de marché pour les énergies renouvelables, éoliennes et hydrauliques, domaine d'excellence pour Alstom en particulier, mais pour vous aussi dans certains domaines, les transports, les réseaux. Et donc, quelle perspective de marché au niveau mondial également? Bon, ça a déjà été dit. Ensuite, vous nous avez parlé d'engagement en matière d'emploi sur le sol français pendant 3 ans, mais au-delà, est-ce que vous avez déjà des perspectives à propos de ces emplois? Sur mon territoire, je constate souvent qu'au bout de 5 ans, eh bien, on voit des sites qui ferment, par exemple à Grenoble, n'est-ce pas? Je suis députée de l'Isère, tout près de Grenoble. Et donc, quelle perspective de maintien des lieux de recherche et développement et de production sur le territoire national, au moins à moyen terme? Où se situeraient les centres de décision des secteurs de l'énergie, par exemple? Vous nous avez parlé de ceux qui concerneraient le transport, mais pas de l'énergie, je crois. Un petit peu en ce qui concerne l'hydraulique, mais pas complètement. Et par ailleurs, il a été évoqué au niveau de l'État français une participation au capital, donc de l'État. Comment Siemens verrait-il une telle option? Merci. Alors déjà beaucoup de questions, mais je vais prendre l'ensemble des questions. Pardon, hein, c'est un exercice qui oblige effectivement à prendre beaucoup de notes. Oui. Surtout que si vous ne répondez pas, ils vont vous les reposer. Donc prenez le temps de noter. Donc les collègues qui suivent, essayons de nous cantonner dans la minute, ce serait bien. Puis-je demander cet exercice, cette prouesse à Damien Abad, c'est pas sûr. Le fait d'être concis et efficace, Monsieur le Président. Vous savez, mariage d'amour ou mariage de raison, on a l'impression surtout d'un mariage forcé. Comme l'a rappelé un peu notre collègue Fasquelle, c'est vrai que on salue votre enracinement sur le territoire, votre volonté d'avoir une alliance qui soit créatrice de valeur. Par contre, on est beaucoup plus flou sur l'engagement en termes d'emploi. Est-ce que là, vous pouvez un peu préciser les choses? Est-ce que vous avez une cartographie un peu plus précise? Puis le deuxième point sur lequel on voudrait vous attirer votre attention, c'est que vous savez, l'Allemagne a annoncé sa sortie du nucléaire.
Et Siemens propose que le siège de cette activité reste en France et réfléchit d'ailleurs au meilleur mode de contrôle possible. Est-ce que là, il n'y a pas un positionnement qui va contre celui du gouvernement allemand qui cherche la sortie complète du nucléaire? Est-ce qu'il n'y a pas des contradictions? Et comment allez-vous garantir l'indépendance et l'excellence de la filière nucléaire française? Et enfin, on a senti une certaine lenteur dans la proposition de l'offre. Est-ce que vous craignez une censure de la Commission européenne? Voilà, en 1 minute, Monsieur le Président. Très bien, Monsieur Abad, je vous félicite. Pour la durée, en tout cas. Hervé Pelois. Oui, Monsieur le Président, nous avons bien entendu vos propositions d'alliance pour former 2 entités renforcées, Siemens sur l'énergie et Alstom sur les transports. Il semble cependant que si le renforcement de Siemens est évident, c'est un petit peu moins évident pour Alstom, puisqu'ils ne bénéficieront pas du secteur signalisation que vous conserverez en votre sein, alors que c'est le secteur le plus rentable du groupe, m'a-t-on dit. Pourquoi n'êtes-vous pas allé plus loin dans cette proposition d'alliance et donner aux 2 groupes l'ensemble des moyens pour devenir des champions européens durables? Merci. Jean-Claude Mathis. Président, une question toute simple. Que pensez-vous du récent décret pris par Monsieur le ministre Montebourg? Ce décret vous pose-t-il des problèmes? Si oui, lesquels? Et par ailleurs, l'instabilité législative qui caractérise notre pays vous gêne-t-elle dans vos actions, et cela d'une manière générale? Merci. Razi Hamadi, pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Très brièvement, est-ce que vous pouvez nous dire, malgré la discrétion que vous imposent les accords signés, pourquoi il y a une telle animosité de la part de M. Cron, ou en tout cas une telle froideur? Après tout, on est, nonobstant les considérations politiques ou partisanes, on est dans un rapport économique et industriel. Qu'est-ce qui peut justifier à ce point une animosité publiquement revendiquée, ici même à votre place, il y a déjà 1 semaine? Il y a beaucoup de questions que j'aurais voulu poser, je n'en ai pas le temps, notamment la part de cash que vous amenez dans votre proposition, ou en tout cas ce qu'on a pu avoir comme filtrage dans la presse. La question des turbines, c'est exclu, mais les effets en recherche et développement sur la partie énergie, parce que vous ne reprendriez pas la totalité de la partie énergie, c'est ce qui pour le moment est dit, donc vous le contredisez. Ça permet de répondre sans que j'ai à poser la question. En tout cas, j'attends une réponse sur la première. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut se dire encore ici. Damien Mello. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, en tant que député maire de Belfort, je voudrais vous poser quelques questions. Il semble effectivement que vous ayez été appelé un peu au secours du gouvernement. Le conseil d'administration d'Alstom s'est prononcé à l'unanimité en faveur de l'offre de General Electric. Aujourd'hui, les PME de la région ont acheté une demi-page dans les Échos pour soutenir le projet de General Electric. Avec les collectivités locales? Avec les collectivités locales, tout à fait. Très, très juste, Monsieur le Président. Et nous sommes un peu inquiets par votre projet du fait que vous avez exactement les mêmes productions qu'Alstom. Et si demain, il y a bien évidemment acquisition, nous avons quelques craintes pour l'emploi. Surtout que vous nous avez annoncé que vous garantissiez pendant 3 ans l'emploi. Quid après? On n'a pas une vision très claire du projet. Alors vous nous dites que vous avez vous ne pouvez pas tout nous dire, vous avez des obligations de confidentialité, mais est-ce que vous comprenez qu'à l'heure actuelle, étant donné l'histoire des 2 entreprises, nous puissions avoir quelques inquiétudes par rapport à l'emploi, par rapport à l'avenir d'Alstom, si Alstom venait à se rapprocher de vous? En tout cas, localement, nous sommes plutôt favorables à l'offre de General Electric à l'heure actuelle, avec les informations dont nous disposons. Audrey Linkenheld. Merci, Monsieur le Président. Moi, je ne me permettrai pas d'émettre
une préférence locale en tant que député du Nord. Néanmoins, pour le coup, Alstom dans le Nord est très présent sur les questions plutôt de transport, notamment de ferroviaire, avec 1300 emplois concernés. Donc j'aurais voulu avoir quelques petites précisions sur cette alliance qui renforcerait, d'après ce que vous avez dit, Alstom sur les questions de transport. Et donc je rejoins évidemment les préoccupations, notamment en matière d'emploi. Merci. Michel Zumkeller. Alors pour compléter ce qu'a dit mon collègue Damien Meslot et pour être également député du territoire de Belfort, il est clair que je crois que la véritable problématique, c'est, pour nous, hein, Belfort, on a partie ferroviaire, on a la partie turbine et on a déjà General Electric aussi qui est présent. Je crois que la véritable question, c'est que devient le ferroviaire ? Parce que l'énergie, on a bien compris, General Electric ou Siemens, c'est vrai qu'on a une certaine habitude avec General Electric incontestablement, mais je crois que la question, c'est ça. Parce qu'à la limite, dans les deux cas, la visibilité n'est pas évidente. Alors, si c'est pour donner 12 milliards, 11-12, qu'il y en ait 5 pour recapitaliser, 2 pour les actionnaires, et qu'il reste 5 milliards qui ne permettront pas à la partie ferroviaire de s'associer avec un partenaire européen, et elle sera donc démantelée, très clairement, qu'est-ce qu'on fait du ferroviaire d'Alstom ? C'est ça la problématique. Alors, moi, je n'ai pas d'a priori. C'est vrai que je le redis, General Electric, on travaille avec eux localement, et c'est des partenaires tout à fait cohérents, mais moi, je ne vois pas, ni dans une offre ni dans une autre, l'avenir du ferroviaire d'Alstom et le risque de démantèlement, parce que vous connaissez évidemment ça mieux que moi, le partenariat d'Alstom dans le ferroviaire, si ce n'est pas vous, ça sera qui ? Les Italiens sont trop petits, les Espagnols sont trop petits, il n'y a pas d'avenir là derrière. Donc voilà, la vraie problématique, c'est, dans les deux offres, qu'est-ce qu'on fait du ferroviaire ? Merci. Pour clore ce tour de table de questions, Frédéric Massat. Oui, juste une petite question par rapport à vos annonces. Alors, il est bien normal que vous profitiez de cette audition devant la représentation nationale pour faire passer des messages, et notamment aux salariés d'Alstom. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit je veux assurer les salariés, notamment qu'il y a le respect pour leur travail, pour leur savoir-faire. Donc, d'ores et déjà, craignez-vous de leur part un certain nombre de réactions ou du moins de réticence ou voire de peur par rapport à votre projet? Et puis, juste une question qui vous a déjà été posée, mais par rapport aux investissements, si vous avez la capacité de nous dire, nous ici, alors c'est vrai que c'est public, mais vos prévisions sur les investissements et surtout le maintien de l'emploi sur nos territoires. Merci. Voilà, 154 questions, 152 peut-être. Une dernière, parce qu'il se trouve que... Permettez, Président. Il se trouve que nous accueillons ce soir avec le bureau de la Commission une délégation du Bundestag qui viendra devant notre commission demain matin, puisque nous allons mettre en place un groupe permanent sur les questions de transition énergétique avec l'ensemble des sensibilités politiques du Bundestag. Et est-ce que le gouvernement allemand a un avis sur cette affaire? Et est-ce que s'il a un avis, il vous l'a fait connaître? Voilà, c'était une question simple, la dernière. Vous me donnez 2 heures pour répondre à tout ça ou... Vous avez très franchement facilement 40 minutes. C'est bien. Je vais essayer de rassembler un peu les thématiques et en répondant d'abord à vous. Autrement dit, le temps ne fait rien à l'affaire, mais voilà. Ça ne vous donne pas d'excuses pour ne pas répondre. Alors, d'abord sur votre question, Président, je vais d'abord commencer par celle-là. Je pense que pour la première fois, en Allemagne, il y a la tradition que le politique ne s'exprime pas. Et là, j'étais surpris que nous avons eu un encouragement de la chancelière et encore plus directement de M. Gabriel, qui est le vice-chancelier. Donc, le concept européen, comme vous le disiez, Madame, tout à l'heure, a l'air en vogue. Et je rappelle que c'est tout à fait inhabituel en Allemagne. Donc, cet engagement qui m'a surpris, moi, personnellement, mérite d'être signalé. Alors, je vais éluder d'abord les petites questions. J'allais dire des choses que je ne pourrais pas répondre. C'est sur la question que vous m'avez posée, monsieur, sur ce que M. Cron pense de Siemens. Je pense que M. Cron est arrivé... Monsieur Cron est arrivé dans une situation difficile. Il a sauvé le groupe il y a ça 10 ans. Bon, avec l'aide de l'État, tout à fait. Et je pense que c'était une action tout à fait essentielle de l'époque. Bon, je dirais que nous adressons à l'ensemble. Nous avons discuté, par exemple, aujourd'hui avec les syndicats d'Alstom. Donc, nous présentons notre projet. Nous prenons le temps nécessaire pour discuter avec le management, avec l'ensemble des parties prenantes, de telle manière à avoir une opinion qui soit claire. Donc, je pense qu'il y a Siemens il y a 10 ans n'est pas le Siemens de maintenant. Ce que je voudrais dire, il y a eu beaucoup de changements. Donc, je pense que, bon, je ne veux pas, on est des concurrents, encore une fois, comme General Electric est un concurrent d'Alstom.
Donc il est tout à fait normal qu'il y ait... Siemens. Et le Siemens, tout à fait, comme ABB, comme d'autres, et surtout des Chinois et des Asiatiques qui progressent beaucoup, et très rapidement. Donc là, effectivement, posez-lui la question directement. Moi, je n'ai pas d'opinion. Nous, on est très orienté sur la méthode, que je expliciterai parce qu'il y avait plusieurs questions qui concernaient le rythme naturellement de ce processus, qui est en tout formalisé. Il faut bien comprendre qu'il y a des règles européennes qui s'appliquent. C'est-à-dire que si on ne respectait pas ces règles, on pourrait être attaqué par des concurrents tiers en disant « vous n'avez pas respecté les règles ». Donc en ce sens-là, ça s'est soumis. Je comprends votre impatience d'avoir des informations. Je me suis engagé sur une date. Je pense qu'il est important que... Mais donnez-nous un minimum de temps, naturellement, pour que nous puissions progresser, pour obtenir les informations. Je pense que vous avez bien compris, madame, vous l'avez dit tout à l'heure, la philosophie générale qui est vraiment de créer deux acteurs très importants, des acteurs de premier plan. C'est un projet ambitieux, c'est un projet qui est de partenariat industriel. Moi, je suis un industriel, et quand on regarde un investissement de cette taille-là, qu'on veut créer des deux champions à vocation mondiale, il faut prendre un peu plus que 2-3 semaines. On est arrivé tard dans le processus, parce qu'on a commencé notre due diligence le 7 mai, alors que les discussions qui avaient lieu avec notre compétiteur avaient lieu avant. Moi, je suis toujours que la compétition, que le meilleur gagne. Donc, de ce point de vue-là, je n'ai pas de problème et j'attendrai naturellement que ça... Enfin, disons, aussi un certain nombre de questions que vous avez posées sur les centres de décision. Encore une fois, si vous regardez le détail de ce que je vous ai dit, j'ai répondu sur la partie transport d'une manière assez claire. Le détail sur la signalisation est en cours des négociations. Nous avons bien pris en compte les remarques qui ont été faites et vous avez signalé, monsieur. Je pense que c'est incontestable. Alstom Transport est simplement trop petit. La concurrence des deux Chinois, des Japonais ensemble, des Coréens Roten qui montent et de Bombardier, si on veut garder une entreprise, des entreprises européennes, il faut créer un champion. Et vous l'avez dit, vous êtes à Belfort, je vous remercie de cette remarque. Je pense que si vous lisez simplement la littérature, comme je l'ai signalé tout à l'heure, d'Alstom, et en voulant cherchant un partenariat financier de telle manière à ouvrir son capital, parce qu'il faut un adossement financier. Et je vous donner un exemple très simple. Quand vous prenez un contrat à Riyad de 1,3 milliard et que la taille de votre groupe fait 5,5 milliards, vous n'avez pas la possibilité de prendre le contrat. Et je ne vous parle même pas du projet qu'on est en train de négocier, qui s'appelle Doha, où on parle de 4 milliards. Donc il y a un problème de taille critique. C'est évident. Donc c'est la grande force de notre offre, parce que nous proposons une solution qui est complète, et en ce point-là, complètement différenciante. Je reviendrai aussi sur la question de Belfort, parce que là, vous me titillez un petit peu, et simplement, je vous ai demandé à vous rencontrer. Malheureusement, nous n'avons pas d'usine à Belfort, mais je vous engage à aller voir vos collègues qui ne sont pas si loin, qui vous parleront de Hillkirch, d'Haguenau, de Saint-Louis et Wittelsheim, qui sont donc vos collègues de la région d'à côté, et qui vous diront comment on traite nos sous-traitants. Et comment Siemens est une entreprise en tout point exemplaire. Alors je ne me laisse pas impressionner par une manifestation d'intérêt. Nous avons 9000 fournisseurs français. Dernièrement, nous avons invité le 20 janvier, bien avant tous ces événements, l'ensemble de nos fournisseurs à venir, et nous avons invité le ministre Montebourg, je répondrai à une question d'ailleurs après là-dessus, à venir. La conclusion, c'était de ce forum de fournisseurs qui était enchanté, que français, que nous emmenons partout à l'exportation. Ils ont dit Siemens, c'est made in France. Et c'est la réalité. Nous achetons pour 2 milliards en France. Je veux bien voir, si vous enlevez l'ensemble des activités financières de nos compétiteurs et vous comparez ce qui est industriel chez nous et chez les autres, et vous verrez qui est le champion industriel. Nous sommes membres du pacte PME, et nous sommes chaque année mesurés. Et nous sommes un acteur engagé, parce que s'occuper du Mittelstand, s'occuper des entreprises à l'exportation, nous savons faire et nous le faisons en France. Donc ce que là, je me laisse volontiers comparer. Et je pense que, et pour revenir à une des questions qui était venue tout à l'heure, sur le décret, moi je trouve ça très bien, parce que le décret nous permet de discuter, de donner le temps. Il y a beaucoup de pays, les États-Unis d'ailleurs ont un décret très intéressant d'ailleurs à ce sujet-là, qui impose finalement toute acquisition dans le domaine du pétrole, dans un certain nombre d'autres domaines, qui vous impose une autorisation.
sommes-nous défendus? Est-ce qu'il est possible d'avoir une deuxième offre? Et je remercie, moi, le conseil d'administration, qui est seul juge, l'actionnaire, le représentant de l'actionnaire, qui décidera, naturellement avec les autorités publiques, qui sont quand même, dans ce point de vue-là, comme c'est un fournisseur, comme nous le sommes, d'infrastructures, au premier chef concerné, et même beaucoup plus que ça. Si je regarde les plans d'investissement qui sont investis par le peuple français, et je suis citoyen français, donc je suis contribuable, et je suis fier de l'être, nous investissons dans les plans d'avenir, et il y en a un qui s'appelle le TGV du futur. Donc important quand même qu'on ait certains droits de regard. Donc se donner 4 semaines pour avoir 2 offres, au moins, peut-être qu'il y en aura plus, je ne sais pas, mais en tout cas, ça me paraît une saine compétition. Ça me paraît même très bien. Maintenant, sur une question que vous avez posée, alors je vais en louper un certain nombre, mais je vais essayer de reprendre un peu toutes les fiches et les 1000 feuilles que j'ai là devant moi. Les discussions au sujet de l'avenir d'Alstom existent depuis 10 ans. Si pour être assez clair. Moi, ça fait 3 ans et 3 mois que je suis revenu de Chine, après 10 ans de Chine. Pour tout vous dire, c'est un sujet récurrent. Pourquoi? Parce que ça a du sens. Ça a du sens si on veut créer des champions européens. Et je peux vous dire, comme j'étais moi pendant 10 ans en Chine, être un champion européen, c'est important. Parce que si on veut gagner le marché du transport, le marché de l'énergie, ce sont des marchés qui sont en pleine croissance. Notamment quand vous avez en Chine plus de 300 villes qui font plus d'1 million d'habitants. Là, ça a un sens tout à fait. La globalisation, l'urbanisation sont des réalités tangibles auxquelles il faut être capable de répondre. Et là, la technologie que nous avons en Europe est tout à fait intéressante, importante et nous permettra naturellement d'aller de l'avant. Il faut nous donner un peu de temps, de telle manière, parce que nous sommes un groupe sérieux, que les due diligence tels que l'on fait sont importants. Et si votre question, il y a une question tout à l'heure qui était venue, peut-être une des problèmes d'Alstom il y a 10 ans, c'était d'avoir, ou un peu plus, c'était d'avoir acheté des turbines ABB à l'époque qui étaient défaillantes. Une bonne due diligence à l'époque ne nous aurait peut-être pas conduit à la situation où on est maintenant. Donc en termes, je pense qu'il faut être objectif. Et en termes d'intégration sociale, je vais être assez clair aussi. En 2004, Siemens a racheté l'ensemble. Pardon, oui. Ah, merci. A racheté l'ensemble des activités de turbines industrielles. 4 sites de fabrication, malheureusement aucune en France, j'aurais bien voulu. Et qu'est-ce que sont devenus? Il y avait 6 000 employés d'Alstom, de turbines industrielles, 4 000 de Siemens. Vous regardez cette activité, turbine industrielle, elle est florissante. Les 6 000 ont été intégrés dans le groupe, ça se passe très bien, le business est profitable et les sites ont grossi. Ils sont devenus plus spécialisés. Nous avons pris le temps, et ça c'est important sur la méthode parce que nous avons appris. Quelle est la méthode? Et en cela, je reviendrai sur une remarque qui a été faite tout à l'heure, sur l'Airbus. Quel est le principe? C'est simplement se donner du temps, de telle manière à spécialiser, pas vraiment spécialiser, faire des centres de compétences, utiliser les compétences techniques. Nous sommes une boîte d'ingénieurs. Nous faisons de l'engineering, des produits compliqués, complexes. Donc il s'agit pour nous, naturellement, de faire une fertilisation croisée de nos informations, de nos technologies, de telle manière à aller créer vraiment de la valeur. Si on veut se différencier par rapport aux émergents, aux Américains, il faut savoir créer des produits qui sont nouveaux. Il faut savoir être inventif, créatif. L'innovation, c'est ça. Le moteur de la guerre, c'est ça. Nous, en France, on a depuis cette année, 3 nouveaux centres de R&D. Malheureusement, pas encore en Franche-Comté, mais je ne désespère pas un jour qu'on ait. J'ai passé d'ailleurs un très bon week-end dernier en Franche-Comté, dans ce très beau pays. Donc voilà notre projet. Maintenant, il y a aussi des questions qui étaient posées sur l'aspect éventuellement redondant. Alors on parle beaucoup, je lis aussi, alors toutes sortes de rumeurs, ne croyez pas les rumeurs. Je vous ai donné un timing, donc soyez, j'espère, patients jusqu'à cette date-là. On parle beaucoup de concurrence dans la grande vitesse. Quels sont les faits? J'ai essayé de simplifier pour que vous compreniez bien. La grande vitesse, vous avez 2 systèmes. Vous avez finalement le TGV actuel qui existe, que Alstom vend, qui est un TGV à 2 niveaux, avec un moteur à l'avant, à l'arrière, traction. Et vous avez le système ICE Siemens, qui est un seul niveau, et la motorisation répartie, c'est-à-dire sous chaque wagon. Qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, comme ça s'est passé en France, vous vendez d'abord un TGV à un seul niveau, parce que vous n'avez pas suffisamment de passagers, et après, quand vous avez un problème de capacité entre Paris et Lyon, et bien simplement, vous mettez 2 niveaux.
Ce ne sont pas les mêmes technologies, ce ne sont pas des produits concurrents. C'est-à-dire Siemens vend actuellement, est le seul fournisseur qui vend en Chine, en Turquie, en Russie. Demain, ils auront besoin de 2 niveaux. Je pense que ce n'est pas anodin de la part de Siemens de dire, parce qu'il y a une fierté aussi de ces produits qui existent depuis plus de 100 ans, de dire on veut créer quelque chose d'européen. Et quand on veut créer quelque chose d'européen, on ne dit pas simplement je prends, j'absorbe, je digère, pour le bienfait de l'actionnaire, donc une démarche purement financière. Nous avons une démarche d'industriel. D'industriel. Tout nous intéresse chez Alstom. Tout. C'est une boîte que je connais bien. Sur la partie culturelle qui avait été posée en disant « oui, mais on est différent », je peux vous dire que mon responsable transport est un ancien d'Alstom. Si je devais faire le nom de tous les gens qui sont chez moi, qui sont anciens d'Alstom, je pense que ça ferait quand même bonne partie. Et pas qu'en France. Je les ai vus partout. Nous sommes des cultures d'ingénieurs et moi-même j'ai travaillé une année dans une ancienne filiale d'Alstom qui s'appelait Alstom Power Conversion, qui est devenue Convertim, puis JI Convertim. Vous voyez que ce monde n'est pas si divers que ça. Donc je suis la preuve vivante. Donc on est dans un monde d'ingénieurs et qui regarde la partie technologie. Et encore une fois, c'est un enjeu majeur en ce qui nous concerne, naturellement, pour le développement à l'avenir. Je pense que sur la partie signalisation, vous l'avez dit, je ne sais pas s'il y a grand-chose à dire, simplement les négociations sont en cours. On a bien compris le message qui a été porté, de naturellement considérer aussi cette partie-là. Elle n'est pas plus profitable, ça la due diligence nous le dira. Siemens a acquis le numéro 3 ou 4 mondial récemment, qui s'appelle Invensys. Schneider Electric français faisant l'acquisition de la partie industrielle. Donc vous voyez, la consolidation du marché est en route. C'est un groupe anglais qui a été divisé en deux. L'un a été repris par Schneider, l'autre repris par Siemens, pour créer un géant. Enfin, créer des Européens qui soient dignes de ce nom-là, qui puissent tenir face à la compétition, parce que la compétition, elle est forte. Et vous tenez vraiment le devenir de votre entreprise industrielle quand vous avez les centres de production et centres de R&D dans votre continent. Raisonner de nos jours à l'échelle nationale est une folie. Et je le dis comme je le pense en tant qu'Européen convaincu. Et l'industrie, si on veut la créer et si on veut la faire prospérer, il faut qu'on soit capable de prendre des décisions fortes. Je pense que Siemens se met dans cette optique-là, s'engage avant, je dirais, le 16 juin, de faire une proposition. Et ça, c'est important, de telle manière, et le délai qui est imparti, qui a été donné, c'est jusqu'au 23. Enfin, sur la partie sociale, je voudrais quand même dire quelque chose. Je pense qu'on ne peut pas vraiment comparer les deux. Parce que là, je peux vous donner quelques éléments, mais c'est d'ailleurs intéressant, parce que maintenant que nous discutons avec les représentants syndicaux, nous sentons, et qu'on expose notre projet, parce qu'on commence à pouvoir l'expliciter, là, on sent quand même une adhésion, un retournement assez fort. Tant qu'on ne nous discute pas avec nous, c'est difficile de savoir comment on procède, qu'est-ce que l'on fait. Je peux vous dire que j'ai senti une meilleure compréhension. Alors naturellement, je ne leur demande pas de se prononcer, et ça serait peut-être malheureux de leur part, mais nous avons eu l'idée, et je pense que je n'ai pas vu d'équivalent pour l'instant, de nous engager sur 3 ans après le closing. Qu'est-ce que ça veut dire après le closing ? Après les autorisations données par la Commission européenne, notamment, pas que la Commission européenne, sur les parts de marché. Donc ça veut dire, en clair, 4 ans, à peu près. Je fais ça à peu près, estimation. Donc important. Quel est l'intérêt ? C'est spécialiser, enfin, centre de compétences, regarder ce qui existe, ce que je vous ai expliqué dans le ferroviaire avec les 2 niveaux et un niveau me semble parlant, et de telle manière à pouvoir se donner du temps au temps, de créer. Il ne s'agit pas de créer des synergies négatives. Il s'agit de créer des champions mondiaux qui vont conquérir les marchés. C'est ça l'ambition. Donc à partir du moment où on choisit cette ambition-là, il faut l'assumer. Ce n'est pas pour réduire, c'est pour construire quelque chose qui soit offensif. Et il y a des perspectives importantes, notamment en Afrique du Nord, où il y a l'Afrique en général,
ou notre centre de Grenoble, madame, vous en avez parlé, en ce moment, après qu'a souffert, comme Alstom, beaucoup d'ailleurs, pendant 2-3 ans à cause des gaz de schiste américains, et probablement du charbon aussi venant d'Australie, mais il n'y a pas eu d'investissement quasiment pendant 2-3 ans depuis la crise de 2008, il n'y a pas eu d'investissement en Europe, donc ça a créé naturellement une pression forte sur l'ensemble des constructeurs. Alors peut-être que Siemens en est mieux sorti parce que plus présent dans un certain nombre de marchés émergents, et avec des technologies notamment en centrale au gaz, bon, qui étaient peut-être mieux adaptées aux besoins, je l'ignore, aussi avec le renouvelable. Encore une fois, l'ambition que nous avons là, c'est de créer, Siemens est le premier dans le domaine des renouvelables, on a de l'éolien offshore, qui se complète très très bien avec Alstom, parce qu'Alstom a de l'éolien terrestre, et eux, pour faire très simple, nous sommes spécialisés dans les vents forts, c'est-à-dire très Allemagne, nord de l'Europe, disons comme ça, alors qu'Alstom est spécialisé dans les vents faibles, plutôt la caractéristique de l'Europe du Sud. Donc créer un champion dans ce domaine-là, c'est important. Un point de différenciation aussi que je voudrais signaler, c'est qu'on installe des centres de décision à Grenoble, Belfort. Donc on amène, et nous on ne crée pas ex nihilo, on ne met pas simplement une petite tag et on met c'est le centre du monde parce qu'on n'a plus d'activité, ou on s'est séparé de ces activités il y a 18 mois, en disant que ce n'était pas stratégique, et maintenant ça le devient. Nous on amène l'ensemble de nos activités dans la corbeille. C'est-à-dire qu'on arrive, on fortifie les centres de décision. C'est-à-dire si on arrive, c'est simplement, pas simplement pour mettre en disant oui, on mettra des partenaires financiers. Non, on arrive avec une volonté de construire, c'est-à-dire d'apporter notre savoir-faire et de faire en sorte qu'on se développe. Donc ça aussi, c'est très différent. Très, très différent. Et regardez dans l'ensemble des détails, aussi bien dans la partie transmission, où notre centre de compétences, je le rappelle, pour la partie HVDC, c'est-à-dire courant continu, des lignes de haute tension, et d'ailleurs le premier projet qui se fait entre la France et l'Espagne, c'est la ligne INELFE, le centre de compétences, c'est Grenoble. Et je suis très heureux de voir, madame, sur votre question sur Grenoble, c'est de voir le business de Grenoble repartir d'une manière très forte. Ça vous intéressera aussi, monsieur le président. Tout m'intéresse, moi je ne suis pas seulement Grenoble. Vous avez raison, mais en particulier... La France, l'Europe. Vous avez raison. Et Grenoble. Et là, c'est une chance, parce qu'on est capable de développer là aussi quelque chose de fondamentalement nouveau. C'est-à-dire qu'on profite de l'émergence des besoins très très importants dans l'Afrique, et on est très très bien positionné de telle manière à prendre des marchés. Donc là aussi, c'est particulièrement important en ce qui nous concerne. Alors, j'ai sans doute oublié beaucoup de questions. Vous avez le temps, hein, prenez vos fiches. Merci de vos réponses d'ailleurs, hein, effectives et précises. Je ne sais pas si j'en ai loupé. Bon, la transition énergétique, ça me semble important, et merci beaucoup, parce que j'avais oublié d'en parler. Je pense que c'est important, encore une fois, l'Europe, le monde entier est face à un défi important. Et si je regarde les premiers... Ne vous faites pas d'illusions. Si vous regardez, par exemple, même dans l'éolien terrestre, les champions, le champion affiché est encore européen, mais pour combien de temps? Il y a 6 acteurs chinois. Et quand vous avez vu, comme je l'ai vu moi, ou pour ceux qui ont la chance de travailler en Chine, d'avoir vu quelle est la capacité dans le domaine des transports ou de la fabrication d'éoliennes de nos amis chinois, je peux vous dire, ça vous rend très modeste. Rien que pour vous donner une idée, le marché de la grande vitesse, la capacité de production en grande vitesse de Chine est 2 fois la demande mondiale. Donc nous sommes face à des concurrents qui sont des concurrents qui pèsent. Et si nous voulons exister, éviter que les compétences que l'on a en Europe soient absorbées tout simplement par ce grand nombre de géants, il est important que nous nous mettions en ligne de bataille et que nous ayons un marché en Europe solide, une empreinte industrielle qui soit forte, de telle manière à pouvoir exporter notre savoir-faire. Et nous avons un savoir-faire qui est unique. Dans le domaine de la transition énergétique, Siemens s'est positionné, et c'était une demande aussi, une question que vous aviez sur la partie nucléaire. Siemens n'est pas le gouvernement allemand. Nous sommes sortis du nucléaire. Plus exactement, je vous rappelle l'histoire, c'est que nous sommes associés avec Areva, et nous sommes après sortis, mais pas tout à fait de notre propre volonté. Ce qui fait que, pour être très clair, parce que c'est très à la mode aussi, je vous ferai remarquer que la cantine d'Areva
de Nuremberg et de Siemens est la même, parce qu'on parle beaucoup de cantines. Donc je me permets de signaler que ça a l'air d'être un événement tout à fait caractéristique, donc j'aime bien la signaler aussi, c'est qu'on aime bien, nous aussi, on partage très bien la cantine avec qui veut. Et on le fait d'ailleurs très bien à Grenoble avec Schneider, d'ailleurs, ça se passe très très bien. Donc, vous voyez, c'est assez simple pour nous. La technologie prime, les alliances. Donc, dans le domaine du nucléaire, qui est une question de souveraineté nationale, nous, notre proposition dès le début a été de dire, nous mettons à la disposition de l'État français qui décidera lui-même, souverainement, ce qu'il en est. Est-ce la même chose pour notre compétiteur? J'en doute, car il existe 2 fabricants dans le monde, un qui s'appelle Alstom et l'autre qui s'appelle GE Hitachi. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne, à moins qu'on demande naturellement l'autorisation au gouvernement américain avant de vendre une centrale nucléaire dans l'avenir ailleurs ou simplement pouvoir en vendre quelque part. Donc ça, c'est une question qui est ouverte. Je pense que ce sera intéressant de pouvoir y répondre. Donc, en ce qui nous concerne, nous sommes très clairs. Nous voulons le maximum. Nous voulons créer deux champions européens industriels avec une forte valeur ajoutée. Nous sommes une entreprise sociale. La meilleure démonstration, c'est que la moitié de notre conseil d'administration chez Siemens sont des représentants des employés. Donc ça, c'est la réalité. Et nous n'attendons pas quelconque, ça existe depuis toujours. Donc ils auront leur mot à dire sur le processus. Ils seront engagés, donc ils seront conscients de nos engagements. Et ce sont des élus européens, ce sont des gens, ils regardent. Et ils ne se contentent pas de vagues promesses. Et comme nous avons l'habitude chez Siemens de tenir nos promesses auprès de nos clients, donc il me semble effectivement important d'en profiter. Juste un dernier point à propos de clients, parce qu'on parle beaucoup ici de techniques financières, de due diligence, des choses. Je pense qu'il n'est pas anodin aussi, pour revenir à votre question, monsieur, tout à l'heure, sur la prise de position qu'ont pris les acteurs du ferroviaire en France, que je trouve particulièrement courageuse et claire. Je pense qu'ils se sont exprimés d'une manière forte, claire, sur ce qu'ils voulaient avoir dans ce domaine-là. Il y a une complémentarité là aussi. Si je regarde actuellement les implantations, Alstom a une implantation de fabrication en Amérique latine que Siemens n'a pas. On a 2 unités chacun aux États-Unis qui ne sont pas du tout dans les mêmes domaines. On est un champion de la signalisation. Donc il y a effectivement un accord à trouver qu'il faut construire. Il faut prendre un petit peu de temps pour discuter. Ce sont des choses qui engagent le futur de beaucoup de gens. Il ne s'agit pas uniquement d'argent, il s'agit de beaucoup de personnes. Donc il faut regarder quelles sont les spécialités des sites, les uns derrière les autres, voir ce qu'on est capable de bâtir ensemble. Et encore une fois, ça dépasse largement la décision ou le sentiment de l'un ou de l'autre. C'est vraiment, il s'agit d'un projet qui, à mon sens, est essentiel dans la construction européenne. Et je vous le dis comme je le pense, dans mon expérience à l'étranger, où j'ai vu beaucoup de choses. Si on voulait exister, Siemens est en marche pour le faire, consolide, Rolls-Royce est un bon exemple dans les turbines. Donc il y a une volonté de créer quelque chose qui soit forte. Quelque chose qui soit fort en France, qui soit fort en Europe, et de telle manière qu'il soit équilibré. Et quand je vois le succès d'un Airbus qui concurrence très bien des géants américains, alors qu'on le début de sa naissance, on en parlait avec un œil un peu distinct. Là, nous avons la chance de pouvoir mettre ensemble des projets. Au lieu d'avoir un nouveau développement d'un train grande vitesse en Allemagne ou en avoir un en France, de mettre les budgets de R&D en commun, d'essayer de regarder ce qu'on est capable de faire et d'élever notre niveau d'un niveau national à un niveau vraiment européen pour créer des champions dont nous avons besoin. Voilà mon sentiment, je vous le livre tel qu'il est. J'en suis formellement convaincu et c'est comme ça. Le temps, j'ai dépassé mon temps, c'est ça? Non, pas du tout, pas du tout. Non, mais peut-être, parce que toutes les questions n'ont peut-être pas été évoquées, moi j'en ai une complémentaire. Dans les rumeurs de Café du Commerce, toujours on dit, mais de toute façon avec le rachat de Rolls-Royce, ils en ont déjà dépensé beaucoup d'argent et donc ils ne sont pas vraiment disponibles pour le reste. Par contre, ce qu'ils veulent, c'est empêcher un gros concurrent de naître, parce que si jamais il y a effectivement le rachat par General Electric de Alstom, ça va mettre Siemens en position difficile. Est-ce que c'est un argument que vous entendez ou est-ce que ça n'a rien à voir avec la réflexion? Écoutez, ça n'a rien à voir avec la réflexion. La preuve, c'est que je vous dis, c'est que ça fait depuis maintenant plus de 3 ans, donc avec différents types de gouvernements, que nous discutons de ce sujet. Donc on n'est pas venu nous chercher. C'est nous qui avons proactivement, et il y a eu une accélération naturellement, quand on a vu une volonté d'ouverture du capital dans le domaine du transport, on a bien compris effectivement qu'il y avait possibilité de faire quelque chose. Donc nous nous sommes approchés, il y a eu une rencontre directe entre M. Cron et M. Kayser, il en a lui-même parlé,
Donc c'est quelque chose qui existe, c'est une discussion. Et encore une fois, il ne faut surtout pas opposer, je pense qu'au contraire, il faut unir. Je vous ai parlé de projets que nous faisons ensemble sur Paris, je pourrais vous parler de projets que nous faisons ensemble sur Barcelone. La ligne 9 et la ligne 10 sont faits en commun. Eux, la matériel roulant, nous, la partie signalisation. Je pourrais parler du projet à Budapest, la ligne 6. Enfin, je pourrais multiplier les projets. Donc, il ne faut pas dire, il faut pas opposer. Est-ce que les gens, l'opérationnel, ne voient pas les choses comme ça? Nous sommes dans beaucoup de projets en commun. Donc, nous travaillons ensemble, nous connaissons les équipes et nous avons un respect profond. Et je peux vous dire que, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir travaillé avec des gens d'Alstom, je peux vous dire que ce sont des gens qui ont une culture ingénieure très très proche de la nôtre. Et que la preuve, nous l'avons fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les intégrations de turbines, et ça a très très bien marché. Vous pouvez leur demander d'ailleurs, tous les sites maintenant ont augmenté leur capacité, augmenté aussi leurs employés, donc ça s'est fait dans une atmosphère tout à fait intelligente et de croissance. Et encore une fois, c'est important, si on veut réussir, il ne faut pas regarder les synergies négatives, il faut savoir créer de la croissance. Et la croissance, elle existe dans le monde. Malheureusement, elle n'existe pas souvent en Europe pour l'instant, mais il faut la trouver. Il faut créer les champions qui soient à base européenne, c'est-à-dire qui aient vraiment une marque, qui ait vraiment une empreinte forte industrielle en France et en Allemagne et en Europe en général, de telle manière à pouvoir conquérir des marchés étrangers. C'est ça l'enjeu, qui ne disposent pas de la technologie. C'est à nous d'aller chercher les marchés. Et quand vous voyez le nombre de lignes de grande vitesse ou de métro qui sont à construire dans le monde entier, c'est juste gigantesque. Donc il y a énormément de choses à faire dans le domaine de l'énergie et dans le domaine du transport. Alors, est-ce que parmi les collègues, quelqu'un souhaite éventuellement poser une question complémentaire? Quelque chose auquel je n'ai pas répondu. Vous avez eu réponse à tout? Très bien. Écoutez, je vous remercie d'avoir accepté cet échange. J'ai bien noté que, à partir du 16 juin, vous déposiez une proposition et qu'en tout état de cause, votre président pouvait venir devant notre commission faire état des tenants et des aboutissants de cette proposition. Je pense que, de surcroît, les questions des collègues cet après-midi vous auront certainement aidé à bonifier la proposition. Sans nul doute. Peut-être que d'ici là, vous aurez une pleine page dans d'autres régions, je ne sais pas. De tous les gens qui nous connaissent, oui. Merci de la franchise de l'échange et j'invite mes collègues à ne pas trop s'éloigner puisque à 18h30, nous accueillons M. Jeffrey Immelt, le PDG de General Electric. Merci beaucoup. Suspendu pour un quart d'heure.